tous, donc je suis Dr Churet Maxime. Merci Louis-Marie de me laisser inaugurer le congrès et donc inaugurer aussi le concept de FOFO sur la syncope. Donc FOFO sur la syncope, commençons par imager notre propos. Donc désolé pour la qualité, mais c'est une source personnelle, c'est même un ami à nous. Oui, qui donc se lève la nuit, pense qu'il se fait cambrioler, un petit peu picolé la veille, et donc en arrivant devant sa fenêtre, je pense qu'il n'y a pas le son, mais de toute façon il est en décalé. Je vais vous le remettre, c'était un petit peu rapide. On voit qu'il se lève et puis que, assez brutalement, il y a une perte de tonus, une perte de connaissance totale, il n'y a eu aucun dommage grave. La durée est finalement assez brève et il se relève avec une récupération complète et spontanée. Et là, sa femme arrive dans le salon et croit qu'il s'est fait assommer par un cambrioleur. Donc le FOFO, je ne reviens pas dessus, Louis-Marie a déjà expliqué ce que c'était, c'est donc en gros stimuler notre réflexion autour d'un cas clinique. Donc on va parler ici de monsieur Appart, un patient de 76 ans qu'on a eu dans le service il y a quelques mois, connu pour une cardiopathie ischémique pontée en 2002, avec une FEVG préservée, pas d'autres grosses comorbidités, un traitement assez minimaliste avec du cardégique et du Taor, rien d'autre, et qui vient aux urgences pour une syncope avec suivi d'un traumatisme crânien sans aucune gravité clinique ni image, au niveau de l'imagerie. L'urgentiste vous appelle, l'examen clinique est sans particularité, la biologie non plus. Et donc, deux questions se posent à nous. La première, qui est un petit peu plus complexe, mais qui est importante, c'est comment on va structurer sa réflexion et donc sa démarche diagnostique face à ce cas clinique. Et la deuxième, qui est plus concrète et qui arrive rapidement, c'est faut-il hospitaliser ce patient ? Comment structurer sa réflexion ? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous êtes face à ce cas, de façon très simplexe, sans partir dans des considérations médicales ? Quelqu'un vient pour une syncope, qu'est-ce que vous avez envie de savoir ? Est-ce qu'il y a des prodromes ? Tout à fait, donc l'interrogatoire, creuser dans l'interrogatoire, mais et pourquoi on a envie de savoir s'il y a eu des prodromes ou pas ? Exactement. Donc on a envie de connaître la cause de cette syncope, c'est un petit peu ce qui va mener notre démarche diagnostique et notre réflexion. C'est central de savoir ça. La syncope, c'est un symptôme hyper fréquent et qui est de nombreuses causes variées. Et la deuxième question, faut-il hospitaliser ce patient, oui ou non ? Qui vote oui ? En fonction de l'ECG, ok. Sans l'ECG, puisqu'on ne l'a pas. Faut-il hospitaliser, oui ou non ? Il y a un examen clinique et sans particularité. Non, pour l'instant, l'urgentiste ne vous donne pas plus de précision, mais... Donc, pas de réponse à l'urgentiste. Il a une cardiopathie ischémique. Pour l'instant, on n'a pas... Est-ce que là-dessus, on peut répondre à cette question ? Non ? Oui ? Pourquoi ? Pour l'instant, on n'a pas de diagnostic. Mais on a en effet des antécédents. Bon, on va voir ensemble. Donc on ouvre les connaissances à notre disposition. Quels vont être nos amis pour réfléchir ? On va prendre les recommandations européennes de la Société de cardiologie qui font foi en France et dans notre domaine. On va s'aider de l'école numérique de cardiologie qui propose donc des algorithmes diagnostiques décisionnels interactifs. Et on va utiliser notre bon sens et notre logique parce que la médecine nous donne des statistiques sur des groupes de patients, mais là on est face à un patient particulier, unique, et donc il faut savoir aussi réfléchir autour de ce cas particulier. Donc comment on structure notre réflexion ? Deux choses. La première chose, il faut savoir de quoi on parle, donc comment on définit la syncope en l'occurrence, et quelles en sont les causes. C'est ce qu'on disait sur la première diapositive. On veut savoir ce qui s'est passé. On va essayer de relier ces deux choses. Donc la définition, l'ESC nous donne une définition très claire, comme on les aime en cardiologie. C'est une perte de connaissance
totale transitoire qui est due à une hypoperfusion cérébrale, ça c'est vraiment central, qui est donc caractérisée par un début brutal, une durée brève et un retour spontané et complet à la conscience. Donc ça c'est très clair, c'est important de le connaître. On regarde ce que nous donne l'ENC, c'est à peu près la même base, on est toujours sur l'hypoperfusion cérébrale transitoire qui est vraiment le cœur de la physiopathologie de la syncope. Et on nous précise, et c'est intéressant, que si cette hypoperfusion est longue, on aura une syncope, mais si cette hypoperfusion est brève, on peut avoir un malaise lipothymique sans perte de connaissance totale. Donc ça, c'est un peu embêtant, parce qu'on aimerait bien rester dans une définition claire et précise de ce qu'est la syncope, comme dans l'ESC, mais c'est la réalité, et on pourra en discuter après, mais il y a des arythmies malignes graves qui peuvent donner des malaises sans perte de connaissance, parce que l'hypoperfusion est en effet brève. Donc c'est important de le noter. Ensuite, les étiologies de la syncope. Donc là, l'ESC encore nous donne un diagramme très bien fait, où central, on a l'hypoperfusion périphérique, et quand on s'éloigne, on va retrouver 3 grands cadres nosologiques. Premièrement, la syncope qu'on appelle réflexe. Donc réflexe syncope en anglais, c'est ce qu'on appelle nous syncope vasovagale en français. Le mot réflexe, il peut être un peu perturbant en français. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça veut dire que c'est un réflexe du système nerveux autonome. Donc ça veut dire que c'est une syncope qui va être médiée par le système nerveux autonome. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ensuite, c'est vasovagal, ça peut être à prédominance cardio-inhibitrice principale ou vasoplégique. Le grand cadre, c'est l'hypotension orthostatique. Donc c'est vraiment une baisse de la pression artérielle qui va survenir au moment du passage à l'orthostatisme. Vous connaissez tous le test d'hypotension orthostatique pour s'orienter dans cette diagnostic-là. Et le troisième grand cadre, c'est donc ce qu'on appelle les syncopes de cause cardiaque. À l'intérieur de ces syncopes de cause cardiaque, il y a ce qu'on appelle les syncopes rythmiques. Là encore, il y a un petit détail de syntaxe. Les syncopes rythmiques peuvent être des syncopes d'origine rythmique ou conductive, c'est-à-dire ça peut être dû à une tachycardie qui est mal tolérée hémodynamiquement ou une bradycardie qui est mal tolérée hémodynamiquement. Les deux sont considérés comme des syncopes rythmiques, au point de vue anglo-saxon et parfois français aussi. Et là-dedans, on a aussi les syncopes qui sont dues à une cardiopathie structurelle et notamment obstructive. On y reviendra. Maintenant, si on se base sur l'algorithme de l'ENC, donc on nous propose une dichotomie après avoir interrogé le patient, et dans le cas où on a un examen clinique qui est normal, comme le nôtre, en fait, on va trancher tout simplement grâce à l'ECG. Alors, on ne voit pas très bien, excusez-moi. À gauche, il y a l'ECG normal, et à droite, il y a un ECG anormal. Quand on est dans le cadre de l'ECG normal, on se retrouve dans les deux premières causes, c'est-à-dire la syncope vasovagale ou la syncope réflexe, et l'hypotension orthostatique. Donc c'est assez bien orientable. Ensuite, entre ces deux étiologies, je vais passer rapidement, mais on s'oriente surtout avec l'interrogatoire. Les syncopes vasovagales, c'est dans des situations particulières, soit émotionnelles, soit des situations notamment d'urine, de miction nocturne, ou post-effort ou post-prandial. Les syncopes dues à l'hypotension orthostatique sont souvent chez les gens qui sont en hypovolémie ou qui ont des médicaments vasodilatateurs ou diurétiques. C'est donc encore une fois l'interrogatoire qui va nous orienter. Deuxième cadre, c'est l'ECG anormal ou ETT anormal. Alors là, pour faire simple, en fait, c'est si on a n'importe quelle anomalie ECG ou échocardiographique va nous mettre dans cette case-là. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être des bradycardies, des tachycardies ou des cardiopathies structurelles. Cardiopathies structurelles, on peut différencier deux groupes. Les cardiopathies qui vont être obstructives, rétrécissement aortique, CMH, les masses intramyocardiques, la tamponnade, la dysfonction de valve prothétique, tout ça va engendrer une obstruction de notre flux et donc une syncope hémodynamique. D'un autre côté, on a les cardiopathies ischémiques ou toutes les cardiopathies qui vont donner une séquelle au niveau du myocarde et qui, elles, vont donner des causes rythmiques. Dans tous les cas, dès qu'on a une anomalie ECG ou ETT, il faut suspecter une cause cardiaque devant notre syncope.
Donc, faut-il hospitaliser ce patient? En fait, la question se recoupe avec notre réflexion diagnostique. En fait, la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce qu'on suspecte une cause cardiaque, oui ou non, chez ce patient? Et là, c'est très très bien défini, notamment par l'ESC. Il y a 4 points auxquels il faut savoir répondre pour savoir s'il faut hospitaliser ce patient, oui ou non. Si on a une réponse positive à une de ces 4 questions, il faut hospitaliser ce patient parce qu'il y a une suspicion de cause cardiaque. J'espère avoir été clair. Donc la première chose, c'est l'interrogatoire. Il y a 3 points à rechercher à l'interrogatoire. Premièrement, comment est survenue la syncope, si elle est survenue à l'effort, et notamment plein effort ou à l'acmé de l'effort, ou si elle est survenue au décubitus dorsal. Dans ce cas-là, il faut suspecter une cause cardiaque. Pourquoi? Simplement parce que c'est 2 conditions dans lesquelles on n'a pas de raison d'avoir un réflexe inapproprié du système nerveux autonome ou d'avoir une hypotension orthostatique. Donc par élimination, on suspecte une cause cardiaque dans ces circonstances-là, hormis le côté adrénergique à l'effort, qui est aussi un facteur de cause rythmique. La deuxième situation à rechercher à l'interrogatoire, c'est est-ce qu'il y a eu des palpitations soudaines et précédant immédiatement la syncope. C'est très important parce qu'on a souvent des palpitations ressenties par le patient dans le cadre de syncope vasovagale ou même d'hypotension orthostatique parce qu'il y a une tachycardie sinusale réactionnelle à l'hypotension. Mais si les palpitations sont soudaines et précèdent immédiatement la syncope, il faut suspecter une cause rythmique. Donc là, probablement une vraie tachycardie qui est mal tolérée hémodynamiquement. Deuxième volet, c'est la recherche d'un antécédent familial de mort subite, familial inexpliqué, précisé jeune sans vraiment âge discriminant. L'idée, c'est de se dire qu'il y a une mort subite familiale qui est due à une cardiopathie héréditaire, rythmique, qui est familiale. Et donc, il y a un terrain suspect avec potentiellement un ECG normal dans certains cas. Donc, si vous avez ce critère seul, c'est aussi une suspicion de cause cardiaque. Troisième, c'est l'antécédent personnel de cardiopathie ischémique ou structurelle, quel qu'il soit. Donc en gros, une ETT ou une autre imagerie, mais l'ETT la plus disponible anormale. Et quatrième, un ECG anormal une fois de plus. C'est un faux, on peut lui laisser un peu plus de temps. Tout à fait, merci. Donc, dans notre cas, l'interrogatoire, le patient était en train de préparer à manger, il était assis sur sa table, il n'était pas encore en postprandial. Il a ressenti une asthénie intense de quelques secondes, puis il a perdu connaissance, il est tombé de sa chaise, c'est là où il a eu le traumatisme crânien, il a repris conscience rapidement, il décrit aucune douleur, ni aucune palpitation associée, et il n'a pas d'antécédent familial de mort subite. Voici son ECG. Donc, un ECG sinusal avec un PR limite, un aspect de bloc de branche droit et un axe hyper gauche qui peut être compatible avec un hémibloc antérieur gauche, qui n'est pas tout à fait typique. Pince à linge, je me saute dessus. Mais on se rappelle que c'est un patient qui a une cardiopathie ischémique, donc il peut avoir une atteinte du réseau de Purkinje et avoir des morphologies de blocs bifasciculaires atypiques. En tout cas, nous, on a considéré cet ECG comme un bloc bifasciculaire, donc avec un bloc de branche droit et un hémibloc antérieur gauche. Sa biologie était sans particularité. Le TT était inchangé à ce qu'elle était connue, c'est-à-dire une TT dans les limites de la normale, sans séquelles visibles, notamment avec une FEVG préservée. Donc on se retrouve avec un patient qui a 2 des 4 critères qui doivent nous faire suspecter une cause cardiaque, une cardiopathie ischémique et un ECG anormal. On a la réponse à nos questions. Faut-il l'hospitaliser? Oui. Est-ce qu'on a une orientation diagnostique? Oui, on suspecte une cause cardiaque chez M. Appert. On va un petit peu plus loin, on l'hospitalise en cardiologie, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui propose une surveillance scopée? Oui, non. Oui, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Est-ce qu'on propose d'autres examens complémentaires? Si oui, lesquels? Je vous laisse proposer les examens complémentaires que vous proposeriez. Une SVP, épreuve d'effort, Holter, exploration électrophysiologique. Ok. Un tilt test? Non?
Aussi, oui. Après l'épreuve d'effort. Ok, j'avance. Et après, comment raisonner sur les examens à choisir, plus que quelle technique on va demander, qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un rythmologue quand on lui pose la question, et maintenant qu'est-ce qu'on fait pour ensuite après revenir sur quel examen en pratique on a besoin, quoi. Tout à fait. Bon, j'y viens après. En effet, il faut réfléchir à quels examens complémentaires on va réaliser, pourquoi on les fait et surtout quel impact ça va avoir dans la prise en charge de notre patient. Si aucun, peut-être qu'il ne faut pas les faire, ou en tout cas pas en première intention. Donc le tilt test, en effet, voilà les données sur plusieurs études. Donc ça, c'est tiré des recos de l'ESC 2018. Ce qu'il faut avoir en tête sur le tilt test, c'est que, vous voyez en rouge, chez les gens qui font une syncope d'origine cardiaque, quasiment dans 50% des cas, vous allez avoir un tilt test positif. Donc à mon sens, si vous suspectez une cause cardiaque, il ne faut pas faire de tilt test parce qu'en fait, la positivité de ce tilt test va être faussement rassurante et pas vous faire avancer dans votre diagnostic. Donc c'est probablement pas le bon moment pour faire un tilt test. C'est très sensible mais très peu spécifique. L'échographie cardiaque, il faut la faire, mais je vous l'avais mis dans le cas clinique plus tôt. Donc on recherche les causes obstructives et la présence ou non d'une séquelle, donc qui peut être le substrat d'une arythmie ventriculaire grave qui peut engendrer une syncope. Donc chez lui, on avait une cardiopathie ischémique à FEVG préservée à l'échographie cardiaque, c'est tout, sans séquelles vraiment visibles. Donc en effet, on a choisi de faire une exploration électrophysiologique comme recommandé par l'ESC. On est dans le cadre d'une syncope avec un bloc bifasciculaire. Donc on n'a plus que l'hémibranche postérieure gauche qui fonctionne chez ce patient. Donc ce qu'on veut éliminer, c'est un BAV complet paroxystique qui serait responsable de la syncope. Et pour ça, on va explorer la conduction dans le faisceau de His par une exploration endocavitaire en montant 2 cathéters dans les cavités droites du cœur. On a choisi aussi de profiter de cette exploration électrophysiologique pour faire donc une SVP, donc c'est une stimulation ventriculaire programmée, c'est-à-dire qu'on va stimuler de plus en plus rapidement le ventricule pour essayer de déclencher une tachycardie ventriculaire monomorphe. L'idée, c'est si on a une séquelle ischémique, qu'à l'intérieur de cette séquelle puisse se pérenniser un circuit qui va être responsable d'une tachycardie ventriculaire monomorphe et engendrer une syncope. C'est une indication à mettre un défibrillateur. Les recommandations pour faire la SVP, c'est antécédent d'infarctus du myocarde ou toute cicatrice myocardique, quelle que soit son origine. Chez lui, ce n'était pas très clair, mais on a considéré qu'il avait fait un infarctus, mais on n'avait pas les comptes rendus de 2002. On fait notre exploration, donc ça, c'est la mesure du délai entre le signal hissien et la première déflexion ventriculaire, donc la représentation de la conduction à l'intérieur du faisceau de His. Si elle est inférieure à 70 millisecondes, on estime qu'elle est non pathologique, en tout cas qu'il n'y a pas d'indication à mettre de pacemaker, ce qui était le cas chez lui. Et on a aussi donc réalisé la SVP avec une stimulation ventriculaire de plus en plus rapide, plus de l'isuprel, et on n'a pas déclenché de tachycardie ventriculaire. L'exploration est donc négative. On a décidé, fort des études qui montrent que chez les patients très suspects de BAV complet paroxystique, avec une exploration négative, on retrouve sur les reveals quand même 30% de BAV complet paroxystique. Donc chez lui, c'était quand même très suspect. On lui a implanté un reveal sous-cutané dans la foulée. Il est retourné à l'USIC à midi, en attendant sa place en cardiologie conventionnelle. Et à 13h, pendant qu'on mangeait, on nous a rappelé parce qu'il a fait un arrêt cardiaque sur une asystolie. Donc ça, c'est l'enregistrement de son reveal qui datait de 1 heure. Il y avait le même tracé au scope, heureusement, il était à l'USIC. Et donc, il a fait une asystolie, donc une dysfonction sinusale sévère. Il n'y a pas d'onde P bloquée, il n'a pas fait de BAV complet paroxystique. Mais une dysfonction sinusale sévère qui a duré une trentaine de secondes, le temps qu'on masse et qu'on re-regarde le rythme. Il avait repris conscience et un rythme cardiaque. Donc, il est reparti au bloc. Je rappelle que l'exploration électrophysiologique sur les recommandations actuelles n'est pas là pour éliminer la dysfonction sinusale. Donc c'était une possibilité. C'est pour ça qu'on avait mis les reveals notamment. Et donc il a eu un pacemaker sur lequel on a laissé en place le reveal parce qu'1 heure de durée de vie, c'est très peu et que ça peut toujours nous servir. On l'enlèvera dans 1 an quand on saura que le pacemaker ne bougera plus du tout. Donc en conclusion, 3 messages
Premièrement, la syncope, vraiment à l'interrogatoire, vous aurez 90% des informations, comment c'est survenu, quels sont les symptômes, dans quelles circonstances, quels sont les antécédents personnels du patient et les antécédents familiaux de mort subite. En gros, il vous manquera le CG et le TT si vous n'avez pas d'antécédents personnels pour vraiment vous orienter. Il y a de nombreuses étiologies, mais l'essentiel, c'est de savoir rechercher la cause cardiaque et de savoir l'éliminer. Donc, je vous ai remis ici les 4 points à étayer quand vous êtes face à ce genre de patient. Une fois que vous êtes orienté là-dedans, si vous éliminez ces 4 facteurs-là, vous pouvez être tranquille, gérer ça en ambulatoire et réfléchir selon récidive ou pas. Et enfin, la pierre angulaire du diagnostic, c'est bien sûr la corrélation électroclinique. C'est ce qu'on a eu là chez ce patient avec un tracé coïncident avec la syncope. Et donc là, on a vraiment le diagnostic. Les reveals, aujourd'hui, on peut les mettre en consultation, en ambulatoire. Il y a aussi les montres connectées qui permettent de faire de nombreux diagnostics. Donc on a pas mal d'outils à notre disposition et c'est vraiment le principal. Voilà, j'ai bien dépassé. Merci à vous. Merci beaucoup Maxime, super clair, super intéressant. Est-ce qu'il y a une question brûlante? C'est vrai qu'on a déjà dépassé. Moi j'ai une question d'urgentiste, parce que j'ai les 2 casquettes, mais je suis très MacGyver, c'est-à-dire que je suis très manuel. Et il m'est arrivé de déclencher des asystoles en massant tout simplement cet homme à 53 par minute. Il n'a pas une très jolie onde P, il n'a pas des jolis QRS. Et je me suis dit, tiens, premier test possible, le massage sino-carotidien qui est recommandé lorsqu'on n'a pas trouvé d'étiologie évidente. Et je me suis demandé, tiens, voilà, c'était une hypothèse. Et la deuxième que j'ai vue, c'est quand même l'utilisation de la striadine pour déclencher des pauses de plus de 6 secondes comme étant un argument supplémentaire. Moi, je ne suis pas rythmologue, je vous pose ces 2 questions. Est-ce que ces 2 petits outils auraient pu nous aider ? Oui, moi on m'a appris à Bordeaux, dans le centre qui est responsable de la syncope, aussi à commencer tout bilan de syncope par un massage sino-carotidien, un test d'hypotension orthostatique. Ça permet de réorienter les diagnostics et voilà, ça n'empêche pas de creuser la cause cardiaque, mais je pense que c'est très intéressant. La striadine sur les pauses de plus de 6 secondes, nous on ne le fait pas en pratique. J'ai pas d'avis sur la question.